quelqu'un vous fait rire, il vous fait oublier votre angoisse, et c'est pour ça qu'on peut dire merci à tous les humoristes, et c'est pour ça qu'on leur a donné autant de pouvoir. Avant, les humoristes étaient considérés comme des gens connectés au diable, notamment les bouffons du roi n'avaient pas le droit d'être enterrés en terre d'église, parce qu'on considérait que s'ils arrivaient à vous faire rire, c'est qu'ils étaient aidés par le diable. Maintenant, c'est tout le système politique et industriel qui place les comiques au premier plan. On voit tout le temps les politiciens qui essaient de récupérer les comiques, on voit tout le temps les scientifiques qui démarrent par des blagues, les économistes par des blagues. Ouais. Tous sont en train de se dire, si je suis pas drôle, c'est que je suis ringard. Du rire. Voilà. Mais enfin, tu en parlais. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que tu fais un peu une histoire du rire. Tu remontes même jusqu'à la préhistoire. Mais là, je suppose que c'est une invention pure et dure. Je ne crois pas que l'homme de Cro-Magnon et puis l'homo sapiens, l'homo sapiens sapiens. Alors, par contre, à quel moment on peut vraiment dire que tes recherches sont fondées et quelle a été la première blague? Alors, la première blague officielle... Oui. Non, mais c'est comme un vieux vin. Vous savez, quand on retrouve les vieilles amphores avec du vin datant des Romains, on goûte ça, c'est du vinaigre. Donc, la première blague officielle qui a été trouvée par un type que je cite, qui s'appelle McDonald d'ailleurs, qui est on va voir, ça va faire rire Alexandre et Audrey. Non, mais parce qu'ils l'ont déjà lu et savent déjà que... Non, ils ne l'ont pas lu. Ils savent déjà qu'elle n'est pas drôle. Bon. Donc cette blague a 3500 ans, elle est en cunéiforme, c'est-à-dire la langue avec des clous, elle est sur de l'argile cuite. Et donc cette blague, c'est qu'est-ce qui n'arrivera jamais? C'est qu'une femme de bonne famille s'assoit sur les cuisses de son mari et se mette à péter. Voilà, ça faisait fondre... Audrey a esquivé un petit sourire. Ouais, Alexandre se retient. Ça faisait rigoler chez les Sumériens il y a 3500 ans. Après, l'humour est resté souvent autour de... C'était au 3e degré. Est resté souvent autour du paix et autour de la sexualité, et il faut vraiment arriver aux Romains et aux Grecs pour voir des petits problèmes philosophiques. Oui. Allez, on va en reparler dans quelques instants. Avant, je te propose de parler d'un art qui t'intéresse également, le cinéma, tout de suite, avec Anne Denis, la page culture. Alors aujourd'hui, Anne, tu ne vas pas nous parler d'expo, ni de musée, mais d'un film, le dernier de Tavernier, c'est ça? Exactement, de Bertrand Tavernier, La princesse de Montpensier. Un film qui démarre après le massacre de la Saint-Barthélemy, là où la princesse Margot de Patrice Chéreau s'arrêtait. Et pour les réaliser, Bertrand Tavernier s'est inspiré d'une nouvelle de Madame de Lafayette. Nous sommes donc en 1562, en plein cœur des guerres de religion. Marie de Mézières, qui est Mélanie Thierry, est amoureuse, mais folle du duc de Guise, qui est joué par Gaspard Ulliel. Le problème, c'est que son père va faire un mariage de raison. Il va la forcer à l'épouser Philippe de Montpensier. Elle va s'y résoudre, et finalement, quand lui va repartir au combat, eh bien, elle va peut-être ou pas retomber dans les bras du duc de Guise. Et elle va avoir aussi un instructeur, qui va être le comte de Chabannes, Lambert Wilson. Regardez la bande-annonce. Non, c'est folie. Aucune folie, puisque nous nous sommes donnés l'un à l'autre depuis toujours. Vos sentiments pour Henri de Guise sont trop éclatants, maîtrisez-les. Épousez Montpensier. Non, mon père! M'aimerez-vous, madame? Quand vous me le commanderez. De tout le château, je suis le plus ignorant de ses goûts, de ses humeurs. Monsieur Danjou désire vous parler. Votre beauté m'a troublé, madame. Je n'ai pas changé, Marie. Votre impudence, monsieur, je n'en veux plus. Il n'a cessé de me regarder. Fallait-il vous rappeler qui, à cette table, était votre époux? J'aurais aimé, moi aussi, avoir un sourire de vous. L'idée du péché, est-ce déjà péché? L'idée sans l'envie, non. Et l'idée avec l'envie? Si tu m'as trompé sur ton cœur et le sien, face à face, sans merci. Je suis sincèrement jaloux de votre époux. Pardon? Ce que je dis, madame, je vous aime. Oui, alors, tout le monde tombe amoureux de Mélanie Thierry. Hein. On a la chance, la belle Mélanie Thierry dans ce film. Tout le monde. Anne, est-ce que les acteurs connaissaient l'histoire avant de tourner ce film? Je suppose que oui. En fait, légèrement, ils connaissaient le contexte, forcément, mais la nouvelle par elle-même de Madame Lafayette, non. Alors, comment ils ont fait? Ils ont fait quelques petites recherches, comme Gaspard Ulliel, par exemple, qui a confié avoir regardé effectivement beaucoup sur Internet pour transformer à sa façon le duc de Guise. On l'écoute. Forcément, je suis allé voir qui était le duc de Guise un peu plus en détail. C'est vrai que moi, c'était pas une période de l'histoire de France que je connaissais très très bien, bien qu'on l'étudie à l'école, mais et du coup, oui, j'ai vu les grands traits, quoi. Ça suffit que c'était un fervent défenseur de la Ligue catholique, très engagé, un ultra religieux. Il est souvent décrit comme un guerrier redoutable.
voilà, c'est un homme de guerre et puis un peu, il a cette réputation de coureur, quoi. Alors, Anne, je crois que dans ce film, ils ont conservé la langue de l'époque, non? C'est pas un peu une barrière Eh ben non, car c'est extraordinairement bien écrit par Bertrand Tavernier et son acolyte Jean Cosmos, avec qui il avait notamment écrit Capitaine Conan. Et ça va à 200 à l'heure, c'est pas plan-plan du tout. Vraiment, les scènes de bataille sont vraiment très bien faites, excellentes. Et je vous propose tout de suite de faire un petit voyage, c'est l'une des forces du cinéma d'ailleurs, de faire un petit voyage à travers l'histoire. Et vous allez voir, Mélanie Thierry, elle est un peu en colère, elle dit que non, faut y aller voir ce film, écoutez. Bah oui, elle joue dedans. Quand on se dit on va travailler Molière aujourd'hui avec Tartuffe, ça fait chier tout le monde. Alors que... et moi la première, hein, quand j'étais au collège et qu'on m'a dit on va commencer à travailler Corneille et je sais pas quoi, je me suis dit ah non quoi, ça m'emmerde et ils font pas en sorte que ça devienne excitant quoi. Là on me demande aujourd'hui de jouer un Molière, je me dis ah je vais m'éclater parce que c'est drôle, parce que c'est vif, parce que c'est... Et là cette langue à nouveau, je la trouve déjà moins difficile, je la trouve beaucoup plus accessible qu'un Racine par exemple. Ça n'a rien à voir quoi. On est quand même dans un rapport à la langue qui est quand même vachement plus actualisé, même si on y garde de la hauteur. Puis moi ce qui m'a vraiment séduit dans ce scénario, c'est les dialogues. Je trouvais qu'il y avait un travail remarquable qui avait été fait aussi bien par Jean Cosmos, le co-auteur, et Bertrand sur les dialogues, parce qu'ils ont trouvé cette langue qui est d'une beauté certaine, qui a cette rigueur du français de l'époque, même si on est très loin de la réalité. Et donc ils ont trouvé le dosage parfait d'une langue qui soit crédible pour l'époque et qui en même temps ait cette modernité qui soit totalement acceptable et facile pour un public contemporain. Alors juste pour te dire deux choses, Marie, le personnage de Marie de Mézières n'a pas existé. Hein. Il a été créé par la princesse de Montpensier. Historiquement, il n'a jamais existé. Et Mélanie Thierry a failli ne pas jouer dans ce film parce qu'elle s'est présentée au casting avec plus d'1 heure de retard. Elle a été arrêtée par les flics parce qu'elle portait pas sa ceinture à l'arrière d'un taxi. Et les flics l'ont pas laissée. Et elle a mis 1 heure à arriver. Bertrand Tavernier était mais dans un état, tu peux pas t'imaginer. Elle a passé 5 fois les essais. 5 fois avant d'être prise. Comme quoi, hein, patience et persévérance ont toujours mené à bien. Alors, des projets pour Mélanie et le petit Gaspard. Alors ils vont faire carrément grand écart. Il va y avoir de l'amour pour Gaspard Ulliel et aussi un peu de drame, beaucoup de drame pour Mélanie Thierry. On les écoute. Bah là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas très physique comme rôle. C'est un film d'Emmanuel Mouret. Voilà, c'est adapté très librement, inspiré, on va dire, très librement de l'art d'aimer d'Ovide. Donc c'est assez ancien comme texte et en même temps on s'aperçoit que ça n'a pas vieilli quoi. C'est des conseils en amour, donc c'est plein de petites vignettes, enfin plein de petites histoires avec des couples à chaque fois différents. Donc moi je formais un couple avec Élodie Navarre et c'était très amusant de se retrouver dans ce cinéma qui est vraiment à part et dans ce ton si particulier quoi. Là, je vais faire le grand écart après La Princesse. C'est assez déroutant. Hein. Putain, quand je me vois dans les essais costumes et maquillage, je me reconnais plus. Ça parle de la maternité. C'est une jeune femme qui accouche en prison et qui devient mère en prison. Voilà, donc plus rien à voir avec La Princesse de Montpensier. Grand écart, comme elle disait. Bon, allez, place au vote tout de suite. Un peu à la folie ou pas du tout. La Princesse de Montpensier. Tu as beaucoup aimé, toi. J'ai adoré. Allez, on regarde le résultat de vos votes et vous nous racontez pourquoi, Audrey. À la folie parce que ça m'a vraiment donné envie. J'adore Gaspard Ulliel, j'adore Mélanie Thierry, donc je vais y aller. Et la langue, justement, je suis assez curieuse. Il y a une très belle réplique où à un moment, il y en a un des personnages qui dit « Je vais me retirer de l'amour ». Ça veut dire « Je vais vous quitter ». C'est très joli. Alexandre, rapidement. Très rapidement, à la folie, les critiques sont très bonnes, j'adore Mélanie Thierry, et puis on critique tout le temps le cinéma français. Moi, quand je vois Des hommes et des dieux, Les petits mouchoirs et ce film, le cinéma français n'est pas mort loin de là. Les critiques sont très bonnes, pourquoi? T'es un peu mouton, toi, hein. Tu suis quand les critiques sont non, mais en bonnes, l'occurrence, là, les critiques de ce film, en plus, on va pas développer, mais à Cannes, les critiques étaient très mauvaises. Je te charrie, ensuite, elles ont changé, donc j'ai envie d'aller le voir. Premier degré, et t'as pas d'autodérision ce matin, il faut en avoir pourtant, n'est-ce pas? Je suis perturbé par la robe à fleurs. Bernard, donc tu as mis à la folie, tu aimes les films d'époque? Oui, puis je suis mouton, moi aussi. Non, mais j'aime bien Mélanie Thierry. Sur le tournage de mon film, elle avait été sélectionnée en premier dès le début. Ton film, Nos amis les Terriens, un film documentaire sociologique sur les comportements humains.
Oui, c'est sorti en 2007 et j'avais sélectionné Audrey Dana et Mélanie Thierry devait être la deuxième actrice. Elles devaient jouer ensemble. Et c'est juste qu'on n'était pas arrivé à s'adapter sur le timing, mais elle était vraiment la meilleure. Et c'est une grande professionnelle. Un film que j'avais adoré, en tout cas, Les Amis Létariens. Est-ce que ce livre pourrait être adapté au cinéma? Je pense que oui. On a l'impression, il y a un visuel vraiment. Peut-être que tu écris plus comme un scénariste aujourd'hui. J'ai eu cette impression. Oui. Est-ce qu'on parle de franc-maçonnerie? Oui, quand j'écris un livre, je pense aux scènes, et non seulement ça, je storyboard les scènes, parce que quand on a des scènes d'action, il faut pouvoir dire gros plan large, il faut mettre les plans dans l'esprit du lecteur. Et, il y avait moins ce côté-là dans Les Fourmis, je trouve, en tout cas. Oui, c'était mes débuts. Et entre-temps, peut-être parce que j'ai tourné le film Nos Amis les Terriens, j'ai eu envie de mettre des plans de caméra et d'utiliser des techniques de montage exactement similaires à celles du cinéma pour celles du roman. Pour moi, la première caractéristique d'un bon roman, c'est qu'il doit être pas chiant, comme disait Mélanie Thierry, c'est-à-dire il faut à tout prix tenir en haleine les gens qui tournent les pages sans effort. Un bon livre est un livre qui vous aspire et dans lequel vous n'avez aucun travail à faire autre que se laisser porter. Ils sont très cinématographiques. La course-poursuite à Carnac, par exemple, c'est très cinématographique. Moi, on va en reparler dans quelques instants. On est un peu en retard. C'est sûr qu'on reçoit Bernard Werber. On pourrait rester des heures et des heures à discuter. Mais là, tout de suite, on va continuer avec notre reporter de charme. Anouta, c'est un peu notre Colombo du luxe et du glamour. Aucune bonne adresse ne lui échappe. Alors aujourd'hui, elle nous ouvre les portes du très célèbre salon de coiffure Alexandre Zoiru. Et je crois que c'est monsieur Alexandre en personne qui la reçoit. Regardez. Bonjour à tous ceux qui veulent se sentir comme des vraies stars. Qu'est-ce qui est important dans le look de chacun? Et oui, c'est la coiffure. Il faut donner une attention particulière à nos cheveux. Et Alexandre Zoiru a bien compris ça. Et ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle l'homme aux ciseaux d'or. Aujourd'hui, on est chez lui. Alexandre va nous expliquer comment rester à la mode et se sentir bien dans sa peau. Regardons ce qu'il va me conseiller. Bonjour, ça va? Bien, merci. Qu'est-ce qu'on vous fait? On fait la coiffure à la mode. Coiffure à la mode? Beautiful hair. Wow. Merci, c'est gentil. Bien, venez, on va au shampoing. Alors, c'était bien ce shampoing? Ah, c'était magnifique. Non. Tu as envie de quoi là? Tu as envie de changer, d'être transformé? Je trouve que là, bon, les longueurs maintenant, c'est un peu long. Il faut donner un peu plus de volume. On change alors? Allez, ok. She's not gorgeous, but then neither am I. Comment vous trouvez comme ça? Différent. Différent? Ça serait superbe avec une belle frange épaisse. C'est joli pour le regard, non? Merci beaucoup Alexandre. J'ai l'impression d'être une vraie star. Merci. Merci. Mais toutes mes clientes sont des stars. Vous voyez, je ne coiffe pas que les stars, mais toutes mes clientes sont des stars. En tout cas, je suis ravi de me s'occuper de vous. Je trouve que je vous ai donné un look qui vous correspond bien. Merci beaucoup, moi aussi. Maintenant, c'est la question d'habitude. L'habitude, mais là, ça va être plus facile pour vous coiffer. Et puis voilà, c'est l'hiver, donc vous êtes protégé un peu des oreilles, du front. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je suis belle grâce à vous. Merci. Et voilà, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était la jolie Anouta au salon Alexandre Zoiru. Toi, malgré le succès, on a l'impression que tu... Je ne vais pas chez le coiffeur. Non, tu vas pas chez le coiffeur, mais on a vraiment l'impression que tu es resté quelqu'un de très simple. Rouler en Ferrari, aller dans les palaces, c'est vraiment pas quelque chose qui t'intéresse, toi. Tu pourrais pourtant, avec le statut que tu as Moi, j'ai un gros problème, c'est que mon métier me plaît tellement que... rien d'autre t'intéresse. Non, c'est pas rien d'autre m'intéresse, mais ma récompense, c'est vrai, c'est d'écrire, d'inventer des personnages. Quand j'écris, je me marre tout seul. Donc c'est limite bizarrerie dans la tête. Mais quand les gens me payent pour faire le métier qui me plaît le plus, je pense que c'est un peu comme toi, Marie, quand les gens te payent pour venir faire cette émission, tu te dis quelle chance j'ai de pouvoir me réaliser dans le truc qui m'amuse le plus. C'est vrai. Et ben voilà, donc... va très souvent chez le coiffeur.
Ah oui, alors, Lucrèce, qui est une des enquêtrices et personnage récurrent. Mon héroïne se détend par le coiffeur. Et alors c'est très amusant. Juste pour ça, parce que les blagues du coiffeur. Quand j'ai amené mon manuscrit à l'éditrice, elle me dit mais attends, qu'est-ce qu'elle fout tout le temps chez le coiffeur, ton héroïne? Et elle me dit mais c'est pour elle, c'est en même temps le psychanalyste, c'est la voyante, c'est la personne qui lui apporte le réconfort. Elle me dit mais c'est pas ça le coiffeur. Je fais on voit que t'es pas une femme. Moi qui suis une femme, je peux te dire que le coiffeur c'est essentiel. Et si on y met autant d'argent, et j'ai expliqué ça, elle comprenait pas. Elle dit mais il n'est pas une femme et tout. Et je crois que quand on fait un personnage, il faut à tout prix vivre comme elle. Et mon héroïne, Lucrèce, elle met 200 € pour aller chez le coiffeur. Justement, et ça lui fait plaisir. Est-ce que tu te projettes un peu dans tes personnages? Évidemment. Parce que je suis une gonzesse durant 600 pages. Oui, une gonzesse, et aussi avec Isidore qui devient écrivain. Je suis un gros bonhomme obèse. Voilà, est-ce que ça t'aide